de la fabrique. Vous êtes conférencier, enseignant et chercheur, auteur du manifeste pour un urbanisme circulaire édité en 2021 et aujourd'hui co-auteur une nouvelle fois, vous sortez Réparons la ville avec Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Alors, je dirais que j'ai 3 questions à vous poser permettant de resituer votre écrit, votre manifeste et en même temps de présenter la problématique à l'ensemble des gens présents, que je remercie d'être là. La première partie de votre livre évoque l'impasse dans laquelle est engagée la fabrique de la ville. Alors, je cite, c'est la croissance de la ville est devenue moins efficace en offrant de moins en moins de services aux urbains sur toujours plus de sol. La croissance de la ville n'est donc pas seulement plus rapide que celle de sa population, elle en est désormais décorrélée. Elle croît en surface, même quand elle perd habitants et emplois. Nous ne savons plus faire la ville, elle s'étale jusqu'à perdre le risque de se disloquer. Alors, quelles en sont les raisons? Et voilà, je vous interroge sur déjà cette première question. Après, bon, si on le prend comme ça. Moi, j'avais calé aussi un exposé peut-être plus complet là-dessus. Alors, allez-y. Moi, je pose. Non, mais comme vous voulez. Enfin, c'est notamment, ça, c'est des réflexions qui ont aussi évolué au travers au travers des deux bouquins. Et ce qui intéresse, enfin, en tout cas pour répondre partiellement, mais après, je pourrais peut-être vous faire un exposé plus complet, hein, mais moi, j'ai réalisé à la fin de l'écriture de mon premier bouquin, donc Manifeste pour un urbanisme circulaire, qu'en fait, je voulais faire un bouquin sur l'étalement urbain, mais que ce n'était pas le problème. Et que c'est finalement ce qui est une réponse partielle à votre question. En fait, cette entrée, cet indicateur de la consommation de sol, c'est un indicateur plus global. En fait, c'est un symptôme d'un dysfonctionnement qui est un dysfonctionnement plus global, hein, qui montre à la fois qu'on on est en effet dans une forme d'inefficacité, alors foncière, certes, de la fabrique de la ville, mais plus globalement, et c'est ce qu'on écrit avec Christine dans Réparons la ville, on est aussi globalement en contradiction avec les enjeux du siècle. C'est ça. Et donc, ça va plus loin que ça, finalement. Plus loin qu'une inefficacité, c'est même une contradiction avec les questions du moment. Donc, je vous laisse peut-être faire votre cheminement et votre expérience. Ouais, je veux bien, parce que l'idée, si vous voulez, c'est moins de faire une présentation au sens de descendant, etc., mais qu'à un moment, partager un raisonnement, qui est en plus un raisonnement en cours, hein, quelque part. Donc, en effet, il se constitue avec un premier bouquin qui est un bouquin d'analyse plutôt, ou de vulgarisation, enfin peu importe. Le petit bouquin qu'on a commis là avec Christine récemment, il est donc Réparons la ville, c'est plus un pamphlet, hein. Le but, c'est aussi d'avoir quelque part un document court qui puisse être approprié par chacun, lisible par tous. Donc ça, pour nous, c'est vraiment intéressant. Et moi, ça fait partie de ma pratique. Je suis urbaniste, je ne suis pas architecte. Et je travaille sur des enjeux globalement de renouvellement urbain, hein, la fabrique de la ville, la ville sur la ville, comme on dit dans la profession. Et je fais que ça depuis que j'ai créé ma boîte il y a 7 ans. Par contre, il y a tout un travail au-delà de ça, au-delà d'un travail qui est plutôt de l'ordre du conseil, qui est aussi de l'ordre de la montée en généralité, donc un travail de recherche et de vulgarisation. Et donc, je voulais plutôt de partager ça, en fait, quelques questionnements du moment qui sont encore du work in progress et des réflexions, nourris notamment par tous les échanges que j'ai pu avoir après la diffusion de mon premier bouquin. Et notamment, enfin, pour moi, une forme de certitude aujourd'hui, c'est qu'en fait, le 21e siècle vient juste de commencer. C'est le siècle de l'incertitude, mais quelque part que c'est la pandémie qui nous fait prendre conscience de tout ça. Alors, on avait tous, hein, des réflexions sur la question des matières, sur la question des transitions, etc. Mais globalement, on s'est pris avec la pandémie et ses différentes conséquences, hein, que ce soit
les conséquences logistiques, le confinement ou des confinescents. On prend conscience de nos fragilités. C'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que le 21e siècle, il commence là en 2020, comme c'est la guerre de 14 en fait qui a fait commencer le 20e. C'est ce que certains appellent l'anthropocène. Alors, il y a plein de définitions scientifiques. Moi, j'aime bien dire que c'est en fait l'instant où on réalise collectivement qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. C'est qu'à un moment, on est confronté non pas à une crise climatique, mais à des crises, les 3 crises du siècle. Hein. C'est le climat, certes, mais c'est aussi la question des ressources et de la biodiversité. C'est des crises qui sont liées, mais qui font que on n'est pas que face à une équation carbone insoluble, on est face aussi à des enjeux qui sont plus profonds. Et quand on est, comme on est globalement autour de la table, c'est-à-dire faiseur de ville d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, on est finalement au cœur de ces 3 crises-là, hein, avec évidemment la consommation des ressources qui sont liées à la construction de la ville. Je ne vous fais pas un dessin, hein, que ce soit des ressources minérales, béton, acier, etc. Les émissions de déchets, mais aussi les ressources non matérielles, hein, les ressources immatérielles, qui sont l'espace, qui tapent sur la crise des écosystèmes, hein, par l'atteinte directe au milieu ou leur fragmentation. Et puis évidemment, une responsabilité importante dans la crise climatique. Vous savez qu'on est à peu près à 10 tonnes par habitant en France, hein, 10 tonnes donc, de CO2 ou d'équivalent CO2, plus exactement en termes d'empreinte, hein, y compris empreinte importée, selon les dernières estimations. Sur les 10 tonnes, il y en a la moitié qui sont dépendants de l'endroit où on habite, hein, le logement, et puis finalement de l'endroit aussi où on travaille, enfin toutes les pratiques de mobilité, notamment l'usage de la voiture. Ça veut dire que notre impact, il est direct par l'acte de construire, béton, acier, par l'utilisation des bâtiments, hein, évidemment, chauffage et différentes énergies, mais aussi, quelque part, de façon indirecte, par l'atteinte au sol. On a du carbone stocké dans les milieux naturels, et aussi la forme de la ville qui induit les mobilités, hein, et notamment, évidemment, les mobilités carbonées. Ça fait beaucoup de responsabilités. Mais la ville, elle est aussi victime, hein, notamment du dérèglement climatique, inondations, recul du trait de côte ou submersion marine, les coups de chaud sur nos villes, ou les incendies, hein, leur multiplication. Ici, on est à Lighton. Lighton, c'était l'été dernier, en juin. Le village canadien, 300 habitants, qui a battu pendant 3 jours consécutifs, hein, le record mondial de température. Ils n'ont pas atteint les 50 degrés, ils sont arrêtés à 59,6, je crois. Et le 4e jour, Lighton a été rasé de la carte par un incendie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Lighton, en juin, d'habitude, il fait 25 degrés et que ce n'est pas du tout un territoire qui est soumis au risque incendie. Et ça, c'est bien l'illustration de cet enjeu d'incertitude, hein, qui touche particulièrement la façon dont on organise nos villes. On a pris l'habitude de regarder en arrière, regarder le passé pour anticiper l'avenir. C'est les crues de référence, par exemple. Alors, on est en train de s'apercevoir qu'en fait, non seulement on a une intensification des risques connus, mais en plus, on a des risques qu'on ne connaissait pas sur nos territoires qui apparaissent. Les grandes inondations qu'il y a eu en Allemagne cet été ont eu lieu sur des territoires qui n'avaient jamais connu les inondations. Hein, donc, c'est bien ça l'incertitude. Avec la nécessité d'une forme de redirection écologique, à la fois pour baisser notre empreinte carbone, évidemment, mais aussi s'adapter à un réchauffement climatique qui est inexorable. Et puis, voilà. Et puis aussi amener une forme d'alternative et de préparation par rapport aux autres crises que sont les crises de la biodiversité et la crise des ressources. Alors, moi, j'interviens maintenant de plus en plus dans les organisations sur ces logiques de redirection, c'est-à-dire comment on accompagne un positionnement d'une organisation, qu'elle soit publique, privée, une collectivité ou un acteur de la construction. Et ce que j'aime bien, c'est rappeler qu'il n'y a pas de redirection sans le triple A. Il y a 3 A qui sont nécessaires. Adapter, on sait faire assez bien, c'est-à-dire changer des pratiques qu'on a déjà. On fait ça assez bien. Adopter, on a beaucoup plus de mal, c'est-à-dire commencer à réaliser d'autres pratiques, hein, à un moment, faire d'autres choses. On sait faire des plans d'action, on ne sait pas les mettre en œuvre, en fait, parce qu'on oublie le 3e A, ce qui est l'abandon. Et on a un certain nombre d'abandons très nets à faire. Le premier, c'est la monoculture automobile. Alors, évidemment, hein, mais un petit rappel quand même. 1908, donc on était même avant mon démarrage officiel du XXe siècle. La première Ford T sort.
La Ford T, ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation sur le process, hein, vous le savez, c'est industrialisation, donc le travail à la chaîne. On a une tâche complexe, une Ford T, c'est 4000 sous-tâches. Hein, on vient découpler en différentes tâches. Chacun a son poste, chacun a son rôle. Et donc, on est extrêmement efficace et on arrive à produire en masse et baisser les prix. Ça, c'est soumis à une chose, c'est l'industrialisation. Hein, Henry Ford le disait très bien, les Américains ont le choix de la couleur, donc c'est du noir. Hein, donc, quand on fait toujours la même chose, on arrive à industrialiser. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui sur la fabrique de la ville. On a industrialisé nos process au travers d'une série de produits immobiliers standards. Et la Ford T, elle a eu un effet de révolution dans les rues américaines. 1900, on a une voiture déjà au milieu des calèches. 1913, on est à New York le même jour, hein, le jour de Pâques, la grande parade. On a une calèche au milieu des voitures. Mais pour autant, ça ne s'est pas passé très souplement. Hein. Il y a des milliers de morts dans les rues américaines, à tel point qu'on a des débats dans les États sur l'opportunité de l'interdiction de la voiture dans la ville ou l'imposition de régulateurs de vitesse. Hein. Donc, des débats qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a tout un travail de lobbying qui a permis à l'industrie automobile finalement de faire prendre un virage à la ville dans sa globalité, c'est-à-dire à adapter la ville aux besoins de la voiture qui allait beaucoup plus vite dans le territoire urbain. On est sur un espace urbain qui n'est pas hiérarchisé, ça veut dire que la voiture est rentrée dans un système où tout le monde était mêlé dans la rue, y compris les piétons, sans qu'il y ait de hiérarchisation. Et 1925, c'est finalement le début de l'adaptation de la ville à la voiture. On est à Los Angeles. C'est le moment où on demande aux piétons de rester sur le trottoir. C'est le moment où on a le croisement des courbes entre le nombre de chevaux en circulation, le nombre de voitures en circulation. C'est aussi le moment où on invente les premières boîtes de nourriture pour chiens aux États-Unis parce qu'il fallait bien faire quelque chose des chevaux excédentaires. Donc, on les a mis dans les boîtes. Et puis après, les piétons et les chevaux, c'est les tramways électriques qui font les frais de l'irruption de la voiture dans la ville, avec General Motors et confrères qui récupèrent l'équivalent de nos délégations de services publics et qui remplacent les tramways électriques par des bus à essence. La transformation de la ville, elle a lieu là, mais pas encore le territoire. En fait, c'est le deuxième des abandons, c'est la standardisation de la ville. Comme je vous l'ai dit, on produit aujourd'hui la ville comme des bagnoles, pour l'essentiel évidemment. C'est un slogan, une grande simplification, mais ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est concentré sur un axe standardisé, des produits standards, et c'est une innovation qui date de la fin des années 40, avec Lewitt & Sons, qui est globalement une entreprise générale de construction, on dirait en France, qui innove en transposant les modes de production de la voiture sur le logement. Et donc, ils font ce qu'on voit là, c'est-à-dire ils inventent le modèle du suburb. Initiative privée, c'est une boîte privée qui fait l'acquisition de fonciers agricoles, des champs de patates et des champs d'oignons sur Long Island, qui sont devenus accessibles grâce aux investissements autoroutiers, on n'appelait pas encore ça autoroute, qui ont eu lieu autour de New York dans les années 30. Et on retrouve finalement à la fois une trame urbaine, la standardisation du logement qui permet d'industrialiser, production hors site. Et tout ça dans un mode aussi d'organisation qui est quand même particulier, puisque alors non seulement ces villes c'est les Lewitt Towns, ces espaces urbains, mais qui sont des villes à part entière, donc monofonctionnelles, dans lesquelles on habite, on ne travaille pas notamment. Elles sont réservées au début aux Blancs, uniquement, mais aussi aux anciens combattants parce qu'ils bénéficiaient de garanties d'emprunt par l'État fédéral. Et en fait, on invente aussi un mode de financement, c'est-à-dire qu'on est sur une initiative privée, mais ce n'est pas le privé qui finance, c'est bien l'acquéreur au travers de l'endettement des ménages. Et on invente l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale qui permet au modèle de prendre son essor. Et Lewitt & Sons, l'entreprise qui invente ce modèle-là et qui le diffuse partout aux États-Unis, fait faillite en 2007 avec la crise des subprimes, qui est la crise du surendettement des ménages américains. Le modèle, il se diffuse dans les années 50-60 plutôt, avec un grand plan d'investissement autoroutier lancé par Eisenhower, qui n'est pas un plan initialement d'aménagement du territoire, mais plutôt un plan de défense du territoire, puisque l'angoisse avec les tensions contre l'URSS, une fois de plus, rappel de l'histoire, aujourd'hui, en fait, l'armée américaine était incapable de circuler dans le Homeland. Donc, il y a plus de 60 000 km d'autoroutes qui sont construits aux États-Unis à ce moment-là, et ce qui vont permettre de diffuser le modèle du suburb. La transposition en France, elle est plus tardive. On investit dans les réseaux autoroutiers dans les années 70, et finalement, on démarre ce qui constitue mon troisième abandon, qui est l'étalement de la ville, qu'à partir du moment du virage sur l'aile de l'État, qui abandonne les politiques de la reconstruction, locatif, les grands ensembles,
qui sont abandonnés à partir de 71 avec la circulaire ni tour ni barre, et puis l'appui sur les bailleurs sociaux pour faire l'éloge du pavillonnaire, s'appuyer sur des acteurs privés qui sont pour certains devenus des grands groupes du BTP. Et puis, la naissance d'un slogan aussi, c'est une France de propriétaires. Donc, politique de droite et de gauche, puisque ça décolle réellement au milieu des années 80, après les lois de décentralisation 82-83, et les maires prennent la main sur les plans d'occupation des sols et font le job, à la fois de produire le foncier pour que les Français deviennent propriétaires, mais aussi attirer des gens, attirer des ménages pour garder des écoles ouvertes, garder du service public, développer du commerce, etc. etc. Et c'est un modèle qui marche très bien. Et c'est le développement de ces secteurs en rouge, qu'on appellera plus tard le périurbain, c'est-à-dire ces territoires dans lesquels on habite, on vote et on ne travaille pas. Et donc, un développement qui commence dans les années 80 et qui se développe vraiment dans les années 90. C'est un modèle qui est extrêmement récent à l'échelle de nos villes, finalement. Et donc, on consomme l'équivalent d'un département, alors pas tous les 10 ans, contrairement à ce que disent les discours ministériels depuis des années, mais tous les 20 ans. Ça fait quand même 20 ou 30 000 hectares par an. C'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans ou 5 stades de foot toutes les heures. Et on retrouve la géographie, évidemment, du développement qui dit plus d'habitants, dit plus de villes et donc plus de consommation de sol. Il y a une équation évidente là-dessus. Donc, on retrouve à la fois l'Île-de-France, les métropoles régionales, le littoral, etc. sur cette cartographie. C'est la consommation d'Enaf, c'est les espaces naturels, agricoles et forestiers, ce n'est pas le pâté breton. On est bien sur cette définition-là du changement d'usage des sols. Sauf que cette équation, elle n'est pas aussi évidente que ça. En fait, on s'aperçoit que nos villes gagnent en surface 3 fois plus que leur population. Et même quand on zoome, on s'aperçoit qu'on a un quart des surfaces de lotissement qui sont consommées dans des communes qui perdent des habitants. Donc, cette équation plus d'habitants égale plus de villes, elle ne tient pas. En fait, elle n'existe pas. On a des rythmes de consommation et des surfaces très proches entre la région bretonne et la région normande, par exemple. Et pour autant, sur les 10 dernières années, la Bretagne a accueilli près de 10 fois plus d'habitants que la Normandie. En fait, on a des modes de développement qui, parfois, à certains endroits, sont très consommateurs de sol et à d'autres, beaucoup. Pour autant, ça a des impacts, évidemment, sur nos entrées, nos sorties de ville, mais aussi des impacts sur nos sols agricoles au moment où il faut qu'on gère une transition agroécologique, au moment où on a des enjeux de perte de production liés aux premiers impacts du réchauffement climatique, au moment où on n'a pas de gain de productivité en France depuis une vingtaine d'années sur la production agricole, et où on a un tiers des sols agricoles qui nous nourrissent qui sont à l'étranger. Donc, on n'est pas du tout sur un enjeu de maintien de la capacité exportatrice de la France, on est sur un enjeu de sécurité alimentaire aujourd'hui, alors que finalement, le sol est essentiellement le sol agricole. Le sol agricole, c'est une matière première de la fabrique de la ville. Ça a des questions en termes de coûts et de surcoûts. La ville étalée coûte plus cher, non seulement à construire, mais aussi à gérer. L'essentiel des services et des infrastructures urbaines sont associés à des économies d'échelle. Mais aussi, on crée une forme d'urbanisme à fragmentation qui repousse les ménages aux revenus normaux, ceux dont certains se sont aperçus qu'ils étaient essentiels à faire tourner nos villes et nos hôpitaux pendant le confinement, pendant la pandémie. Au-delà finalement du cœur des métropoles qui sont devenus inabordables. Et puis le quatrième abandon, c'est finalement une conséquence, tout ça, c'est la priorité qu'on a donnée au neuf depuis une cinquantaine d'années. En fait, on passe beaucoup de temps à parler du neuf, on le voit bien d'ailleurs dans les débats politiques, quand on parle un peu de la ville, on parle essentiellement du logement, on parle de pas grand-chose, on se base surtout sur des chiffres, notamment des chiffres en termes de production de logements, neufs, sous-entendu, de logements locatifs sociaux. On discute beaucoup de la RE 2020, etc., etc. Donc, on a énormément d'échanges là-dessus. C'est important, mais en fait, c'est complètement secondaire. Peut-être qu'on va faire un petit test là. C'est pas une interro, mais écoutez, c'est un petit test quand même. On est entre nous, on est tous acteurs non seulement de la fabrique de la ville, mais finalement du secteur du bâtiment. On a une stratégie nationale bas carbone qui vient transposer secteur par secteur les objectifs de décarbonation. Est-ce que vous avez une idée quelconque de l'objectif de décarbonation du secteur du bâtiment à 2050 ? Alors, vous pouvez répondre dans le chat ou oralement directement pour voir si vous êtes encore là. Alors, vous pouvez hésiter, donner des hypothèses.
décarbonation alors, de notre secteur, du secteur du bâtiment. 50%, bel objectif. Est-ce qu'il y a qui dit mieux? Ou moins, hein? 33%, 30%. Ah, il y a un consensus autour de… Alors, neutralité, on n'est pas… Non, mais pas loin, en fait. En fait, pas loin. La question, c'est qu'on vise une neutralité et il y a un certain nombre de secteurs qui peuvent réduire en tout cas leur impact. Il y a un certain nombre de secteurs qui vont pouvoir compenser. Mais donc, chaque secteur va encaisser les choses différemment. En fait, l'objectif de la SNBC, il est de 95%. Réduction de l'impact carbone du secteur du bâtiment de 95%. On n'est pas en train de parler de la construction neuve. On est en train de parler du secteur du bâtiment, c'est-à-dire y compris tout ce qui est construit. Et on a déjà construit 80% de la ville de 2050. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas de changer les 3 millions de chaudières fuel qui traînent encore en France. Ce n'est pas de faire des réhabilitations partielles de nos bâtiments. Le sujet, c'est de ramener globalement l'ensemble du parc, que ce soit du logement, du tertiaire, etc., à un niveau RT 2012 au minimum, donc de gagner 2 classes énergétiques de l'ensemble du parc du bâtiment. Ça veut dire que notre sujet aujourd'hui, c'est bien de traiter l'ensemble de cette ville de 2050 dont on a déjà 80% autour de nous. C'est ça le sujet. Et voyez comme aujourd'hui, à la fois, on ne passe pas du tout 80% de notre discussion à parler de ça, mais en plus, comme on n'est même pas collectivement en connaissance des objectifs d'une stratégie nationale qui, en plus, sous-estime les besoins. C'est-à-dire que la stratégie nationale bas carbone est sur une trajectoire aujourd'hui qui n'est pas la bonne par rapport à la stratégie européenne. Alors, on va avoir quelques enjeux par rapport à ça, mais globalement, c'est une forme d'abandon global de cette ville facile. C'est la ville où on ne se pose pas la question de où on positionne les fonctions, parce qu'on peut mettre ça où on veut, parce qu'on a la ville au milieu, on a la voiture au milieu. C'est une poignée de produits standards, que ce soit le pavillon ou le collectif défiscalisé. C'est une attention portée essentiellement sur des sols agricoles parce qu'ils sont faciles et ils permettent de poser des objets standards et donc plutôt des grandes opérations pour massifier les opérations et avoir des gains et des économies d'échelle et donc évidemment une dépendance au neuf. Alors, en même temps, ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau. La SRU en parlait en décembre 2000, ça fait 20 ans. On a 4 ou 5 grands textes de l'urbanisme qui sont parus depuis. Et pour autant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En fait, il y a eu 2 trucs qui ont eu un impact important sur, par exemple, si je prends comme indicateur la consommation de sol, l'étalement urbain, la consommation des NAF. Le premier, c'est le contre-coup de la crise des subprimes sur le financement des collectivités locales. Crise des subprimes, crise de l'immobilier en France, crise de l'État. Surendettement de l'État et derrière, réduction des crédits aux collectivités locales. On passe les élections de 2014 et on appuie sur le frein, on a une baisse de la consommation de sol. Puis le deuxième truc, c'est en 2019. Et là, ce n'est pas un changement réglementaire, une fois de plus, même si on a sorti des textes importants, mais ce n'est pas ça qui a eu un impact. Ce qui a eu un impact, c'est l'imminence des élections municipales de 2020. Alors peut-être que la solution, c'est de faire des élections tous les ans, mais je ne suis pas sûr que ce soit une solution à tout. On a eu cet été une nouvelle couche réglementaire avec le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui marque un symbole fort et puis un cap aussi important, mais qui amène beaucoup de problèmes, mais peu de solutions finalement. Parce qu'on est encore, une fois de plus, en train de travailler sur ce qui était le sujet de mon premier bouquin et dont, quand j'ai écrit la conclusion, j'ai réalisé que ce n'était pas le problème en fait. On est en train de travailler sur l'étalement urbain, mais l'étalement urbain, ce n'est pas le problème. C'est un symptôme. Il ne faut pas confondre la fièvre et la maladie. C'est un symptôme d'un problème beaucoup plus profond. C'est un problème de modèle. On n'est pas sur un problème de réglementaire. On est sur un problème de système aujourd'hui. Ça fait 50 ans que globalement, on consacre nos efforts, l'essentiel de nos efforts, à construire du neuf en périphérie ou dans des grandes opérations de renouvellement urbain au travers de ces produits standards, alors qu'il faut maintenant, aujourd'hui, finalement, retourner le regard et se préoccuper au moins pour le demi-siècle qui vient, de l'existant. On a un modèle à dépasser, c'est ce modèle de la dissociation des fonctions, de leur éloignement et finalement de cette ville diluée, parce qu'évidemment, tout ça prend de la place. Le modèle alternatif que je propose, que j'ai appelé l'urbanisme circulaire dans mon bouquin, alors ce n'est pas ça, je vous rassure. C'est se dire que peut-être la fabrique de la ville peut être aussi, certes,
responsables, certes victimes, mais aussi apporteuses de solutions. Avec un premier enjeu, hein, c'est de regarder la ville autour de nous différemment. Si 80% de la ville de 2050 est déjà là, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de rêver la ville du futur. Hein, il faut donner un futur à la ville qui est déjà autour de nous. Hein, et ça, finalement, c'est une ode à l'existant, à sa transformation, à son adaptation, parce que tout ce qui tient debout, globalement, doit, si en tout cas c'est possible, hein, tout ce qui tient debout doit avoir une seconde vie, doit nous permettre à passer le cap, de passer ce cap des trois crises du siècle. Et puis, la réparation de la ville, c'est ce regard bienveillant, hein, posé sur l'existant, mais c'est aussi l'idée de construire une ville réparable. Hein, plutôt que de faire une ville jetable. Parce qu'aujourd'hui, on a bien des logiques d'obsolescence programmée. Non seulement on a industrialisé la fabrique de la ville au travers de quelques produits, on a ce problème, hein, de la consommation des espaces naturels et agricoles notamment, mais on a aussi une forme finalement d'une rapidité de l'obsolescence, puisqu'on produit des objets urbains, que ce soit en termes fonciers ou en termes bâtis, sur lesquels on a des cycles d'obsolescence de plus en plus rapides, hein, parce qu'ils sont extrêmement bien optimisés, hein, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais pas aux besoins de demain. Hein. Et donc, on a la multiplication de logements vacants, mais aussi de friches sur des zones d'activité extrêmement récentes, hein, au-delà des friches qu'on connaît, des délaissés liés aux infrastructures, des bâtiments inoccupés, mais aussi sous-occupés, tout simplement, que ce soit nos bureaux ou des équipements publics. On a une ville à obsolescence programmée de façon de plus en plus rapide. Le principe de l'urbanisme circulaire, c'est juste l'adaptation, hein, finalement, la transposition des principes de l'économie circulaire à la fabrique de la ville. Pour rappel, hein, l'économie circulaire, ce n'est pas le recyclage. Il y a plusieurs boucles, hein, dont la dernière des boucles, la moins vertueuse finalement, c'est le recyclage. Mais il y a plusieurs boucles. Alors pour l'urbanisme circulaire, il y a aussi 4 boucles. Hein. La première, c'est ne pas construire. C'est mieux utiliser l'existant, c'est intensifier les usages de l'existant. La deuxième boucle, c'est ne pas déconstruire. C'est finalement se dire, dans une transformation de bâtiments existants, on peut trouver la réponse à nos besoins, hein, si on n'arrive pas simplement en les réorganisant par l'intensification. Ne pas déconstruire, c'est éviter de perdre tout ce qu'on a investi dans un bâtiment. C'est certes de l'argent, mais aussi des matériaux, mais aussi du carbone, hein, une empreinte carbone qui a été quelque part dépensée, consommée pour le construire. C'est aussi autant de déchets qu'on ne va pas émettre. Hein, donc, il y a une intelligence à éviter de déconstruire quand c'est possible. Et puis, si on ne trouve pas la solution, hein, dans l'enveloppe bâtie existante, peut-être que l'enveloppe foncière de la ville, le foncier d'ores et déjà urbanisé, peut nous permettre de trouver la solution par la densification, donc la construction dans des territoires urbains, hein, en trouvant de la place, et puis le recyclage, de ce cycle de démolition-reconstruction qui est peut-être très consommateur en ressources, très émetteur de déchets, mais qui est toujours mieux que de construire du neuf en périphérie. On voit bien, il y a un changement de priorité. L'idée, c'est finalement de passer par ces boucles avant, in fine, d'aller construire du neuf dans du terrain vierge, si c'est vraiment nécessaire, en tout cas d'avoir exploité les potentiels de l'existant. Puis la cinquième boucle, c'est la renaturation, c'est-à-dire admettre qu'on a un certain nombre de secteurs qui n'ont pas vocation à être déconstruits. Alors, c'est un modèle qui peut s'appliquer partout, hein, qui n'est pas un modèle métropolitain, j'insiste, mais qui peut s'appliquer dans les villes de toute taille, au cœur du village, dans le périurbain, dans la ville moyenne ou la métropole. Il s'applique partout, mais différemment, évidemment. Il doit être adapté. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai strictement rien inventé. Hein. Tout est fait. On a des choses, on en parlait en démarrage, on a des projets pionniers partout. Hein, des projets exemplaires, des projets démonstrateurs qui font ça, qui font déjà de l'urbanisme circulaire, chacun à leur échelle. La question, c'est comment tout ça fait modèle, comment tout ça devient le modèle dominant. Quelques exemples, hein. L'intensification des usages, c'est par exemple l'occupation temporaire. Hein, derrière tous ces usages qui sont dans des bâtiments vieillissants, qu'est-ce qu'on a? On a finalement l'exploitation de temps mort de la ville. Hein, c'est 10% du temps où un bâtiment attend sa déconstruction notamment. Si on s'organise différemment, on investit peu dedans, on arrive à positionner des usages qui sont là et donc pas ailleurs, qui ne nécessitent pas d'autres surfaces bâties. On peut travailler sur les espaces ouverts. Les cours d'école peuvent servir à autre chose que simplement les récréations et être ouvertes au quartier, mais aussi les salles de classe, comme dans cette école privée, qui transforme ces salles de classe tous les étés en logements touristiques. C'est autant de logements touristiques qui n'ont pas été construits à côté, et puis c'est des salles de classe qui ne passent pas l'été vide. On est finalement sur une logique de pensée du temps et de l'organisation, et ça fait partie de nos sujets. Hein, on a pris l'habitude de dire que notre travail, c'est l'espace, que ce soit sur l'urbanisme ou l'architecture, mais pas que. Il y a aussi, quelque part, les temps.
hein, cette rythmique du temps, comme sur cet équipement qui a été pensé très tôt pour mêler un équipement public, pour mêler différents usages de façon à ce qu'ils servent quelque part tout le temps, hein, et que ce soit un pôle et une référence pour le territoire. Penser les temps, c'est aussi penser la transformation, quelque part, des temps longs de la ville, hein. Transformation, évidemment, de bâtiments emblématiques, on a plein d'exemples en tête, mais aussi du patrimoine du quotidien, hein, du patrimoine banal, qui est aussi du patrimoine, même s'il n'est pas référencé, ne serait-ce que par les matériaux qu'on a dépensés et le carbone qu'on a investi dedans, hein. Ici, on a quelques logements posés sur le toit d'un bâtiment qui permet de payer sa réhabilitation globale. On a évidemment des transformations de bureaux en logements, certains bureaux qui sont à la fois au bon endroit, mais surtout bien construits, bien pensés et donc adaptables. Et puis, il y a cette logique de seconde vie. On nous parle beaucoup de ma prime rénov, c'est une très belle chose, hein, mais moins de 10% des primes de ma prime rénov sont utilisées pour des réhabilitations globales. Or, c'est ça le sujet, hein. Ça veut dire toute réhabilitation partielle est un hors-sujet par rapport à notre rendez-vous de 2050, hein. Mais investir 40 à 50 000 euros dans un logement pour venir revoir à la fois l'étanchéité à l'air, l'isolation, la production énergétique, la ventilation, etc., ça n'a de sens qu'à partir du moment où on repense son fonctionnement. Si on doit investir autant dans un pavillon des années 90 pour se retrouver avec un pavillon des années 90 organisé comme à l'époque, mais performant techniquement au niveau thermique, ça n'a aucun sens. En fait, il faut qu'on donne une deuxième vie à nos logements, mais aussi à nos bureaux, mais aussi, enfin, globalement, à l'ensemble du parc qui a besoin d'être pensé. Et c'est là-dessus où vous, architecte, hein, vous avez un vrai rôle aussi, hein, un rôle fondamental, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut repenser les programmes, repenser l'organisation et finalement, ce surinvestissement pour une logique technique, pour une logique environnementale, une logique de décarbonation, ça doit être aussi l'occasion d'adapter des bâtiments existants au changement de mode de vie, au changement démographique, au changement de mode de travail, au changement technologique et tout ce qui va. Si on investit autant, c'est pour donner une deuxième vie, pour redonner 50 ans de vie à ces bâtiments. C'est au cœur, à mon avis, des missions pour vous. Il faut aussi que quand on construit du neuf, on le construise de façon optimale pour aujourd'hui, qu'on pense aussi à demain, hein, avec notamment des logiques de réversibilité, de capacité à changement d'usage, des usages qu'on connaît, qu'on peut anticiper, mais aussi des usages qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas imaginer, qui sont les usages d'après-demain. On a ici, par exemple, hein, du stationnement qui est pensé pour avoir une trame béton qui sera pérenne, hein, et qui est adaptée aussi à la construction de bureaux. Ça veut dire que demain, si on a moins besoin de stocker des voitures, on pourra conserver le bâtiment, ne pas le déconstruire et le réaménager complètement pour en faire du bureau. Et puis la densification, c'est la densification douce, hein. La maison n'est pas l'ennemi. Le lotissement n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la nouvelle maison dans le nouveau lotissement, toujours plus loin. On a un potentiel de construction de maisons, hein, dans le périurbain existant, hein, dans le secteur bâti de maison, des maisons à côté de maisons. C'est un acte qui doit être extrêmement contextuel, hein, sur lequel, pour le coup, à l'évidence, on ne peut pas poser des objets standards. Il faut penser, il faut dialoguer avec le contexte, il faut penser les vues, et c'est un travail éminemment d'architecture pour le coup, hein, où il y a un besoin d'architecte sur un nouveau processus, un nouveau procédé qui permette d'activer une densification douce, certes, mais positive, hein, de qualité. Densifier, c'est aussi mieux densifier la ville dense. On est au bout du système aujourd'hui, hein, tout le monde gueule. Les voisins gueulent, les élus gueulent et les promoteurs gueulent, hein. Plus personne n'arrive à densifier dans la ville dense. On est arrivé au bout d'une absurdité qui nous a permis, notamment par la fameuse recette du pâté urbain, hein, qui fait qu'aujourd'hui, on maximise l'occupation des parcelles, on maximise les droits à construire, l'utilisation des droits à construire dans les territoires denses et attractifs, qui fait qu'aujourd'hui, on a vacciné globalement les Français contre la densification. Il faut qu'on réinvente une façon d'en parler, mais on pourra en discuter. Et puis, le foncier économique aussi est plein d'espaces sur lesquels on peut poser des boîtes à côté de boîtes existantes. Alors certes, c'est pas fun, mais ça crée de l'emploi et c'est aussi nécessaire. Et puis le recyclage, c'est évidemment les friches d'aujourd'hui, hein, qui sont les friches industrielles. On a référencé, on a appris, hein, il y a un mois de ça, par un recensement réalisé par l'Institut Paris Région, qu'on avait plus de 4000 hectares de friches disponibles en Ile-de-France, hein, et on a appris aussi à cette occasion qu'on n'avait jusqu'à présent pas de recensement des friches, même en Ile-de-France, même dans un secteur aussi tendu que l'Île-de-France. On a de la place partout, hein, tout n'a pas vocation à être développé, mais dès qu'on regarde, on trouve de la place. Les friches de demain, que seront une bonne partie de nos centres commerciaux, mais aussi nos espaces tertiaires dont l'obsolescence s'accentue, s'accélère par le télétravail d'un côté et par l'imminence, hein, du décret tertiaire qui va mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire des passoires énergétiques sous-occupées.
Il va falloir apprendre à déconstruire, dépolluer les sols, mais aussi réemployer les matériaux extraits de la déconstruction. C'est la ville en circuit court, c'est les logiques de réemploi sur lesquelles vous travaillez. Et puis renaturer, c'est à la fois reculer dans un certain nombre de secteurs à risque, comme ici où on recule face aux vagues, mais aussi renaturer. Renaturer nos villes, c'est une des conditions de la résilience carbone. Alors, vous l'avez bien compris, on sait faire en fait. Il n'y a rien à inventer, il y a très peu de choses à inventer. La question, c'est le passage à l'échelle. Comment essaimer de façon à ce que ça devienne le nouveau normal? Et ça, c'est la vraie question. Et il faut pour ça qu'on regarde tous dans le même sens, quelque part, et puis qu'on rentre aussi dans cette transition qui n'est pas le grand soir. Et ça j'insiste, il y a une urgence à faire. Il y a une urgence à amorcer une transition. Mais si on savait, si on connaissait le chemin, on n'aurait pas besoin de 10 ans. On a 10 ans pour le faire. On a 10 ans pour faire ça. Et donc, il va falloir apprendre et tester des choses. En se donnant un cap, et ce cap, ça peut être celui de la frugalité, notamment la frugalité en sol, la frugalité foncière. Non pas parce que c'est une fin en soi, et c'est peut-être là-dessus une des incompréhensions de la loi climat-résilience. L'enjeu, ce n'est pas de réduire en soi l'étalement urbain, mais la réduction de l'étalement urbain induit une sobriété globale. Comme je vous le montrais, finalement, la sobriété foncière, ça induit une sobriété en termes de mobilité, on va moins loin. Une sobriété constructive aussi, on réutilise les bâtiments en place. Donc, une sobriété en matériaux, en énergie, etc. etc. C'est finalement la clé du système qui est au milieu et qui permet d'amener une sobriété globale de notre système urbain. Pour ça, il faut donc qu'on développe l'alternative à la dépendance automobile, qui n'est pas le vélo, qui est la proximité, évidemment, qui permet d'utiliser le vélo, peut-être, mais surtout qui permet de laisser sa voiture au garage. C'est à la fois mettre des infrastructures associées à ça, aux alternatives à la voiture, rapprocher des services, rapprocher des fonctions, mais sortir aussi de la division fonctionnelle systématique. C'est aussi donner un cap politique vers la proximité, comme on a donné un cap à un moment dans les années 70 vers la périphérie, comme on a donné un cap vers la maison individuelle, vers la voiture diesel, vers le SUV. Les Français ont suivi. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Alors maintenant, on leur dit qu'il ne faut plus de diesel, qu'il faut… Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut donner ce cap de la proximité, notamment pour que les gens qui aujourd'hui font des choix de vie, des choix d'investissement dans un pavillon à 45 minutes de l'emploi, par exemple, ils réfléchissent et se disent que finalement, la clé de leur résilience individuelle, c'est sans doute le fait d'être près de la ville de toute taille, le centre-bourg, le village ou la métropole, peu importe, mais en tout cas d'être près de ça. C'est important parce qu'on a plein de Français qui déménagent tous les ans. On a 7 millions de Français qui déménagent tous les ans. C'est-à-dire qu'en 10 ans, en moyenne évidemment, tout le monde a déménagé. Donc, donner un cap aujourd'hui, c'est permettre à chacun de faire des choix qui permettent de choix de proximité qui permettent aussi une résilience individuelle. Mais encore faudra-t-il se la payer, cette proximité, parce que certains ont réalisé qu'on avait des travailleurs essentiels pendant la pandémie. Donc, ils ont un nom aujourd'hui, c'est important, mais ils n'ont toujours pas de logement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le logement abordable aujourd'hui, dans les métropoles attractives, c'est la mère des batailles. Et j'ai envie de dire, tout le reste, c'est de la discussion. Voilà, la transition écologique sans le social, c'est du jardinage. Et là, on est au cœur du sujet. Et puis derrière, c'est aussi cette logique, certes de résilience, mais plus globalement d'avoir une ville adaptative. Depuis 50 ans, on a finalement projeté la réponse à nos besoins toujours plus loin et toujours dans du neuf ou dans des grandes opérations de renouvellement urbain, c'est-à-dire pas à côté de chez nous. On a figé la ville. Il faut qu'on réapprenne finalement à avoir une ville qui bouge de tous les côtés, avoir un voisin qui rajoute un étage sur son garage, un immeuble qui se construit en face, un bureau qui s'ouvre dans un secteur pavillonnaire, etc., etc. Cette ville adaptative, elle s'adapte au choc, elle s'adapte aux besoins de transition écologique, mais aussi à nos changements de mode de vie, au vieillissement, aux changements technologiques, etc., etc. Et les outils, on les a. C'est les outils de l'observation. On a de la place partout dans tous les territoires. On a des temps morts, des bâtiments vides, mais aussi des espaces libres qui sont partout présents. Le fait est qu'aujourd'hui, rares sont les territoires sur lesquels, de façon systématique, on recherche ces espaces-là, ne serait-ce que les friches. Il faut qu'on sorte de la segmentation fonctionnelle systématique. Ça, évidemment, il y a des fonctions qui n'ont pas vocation à être côte à côte. Je ne vous l'apprends pas, notamment des secteurs, des usages à risque ou des nuisances. Mais ça doit être l'exception et pas la règle, pas la règle par défaut. Il faut qu'on apprenne plus exactement à mettre la nature au centre de la ville. C'est pas nous qui allons sauver la nature, c'est elle qui peut nous sauver, notamment nous permettre de passer le cap de nos étés un peu chauds qui viennent. On a besoin d'une nouvelle canopée, suffisamment d'arbres dans la ville pour que ce soit plus un débat, pour qu'on puisse en couper sans que ça pose un scandale.
hein, mais aussi des sols perméables de façon à éviter les inondations. Ça veut dire qu'on va avoir demain une vraie place à la nature. Il faut lui faire de la place, sans doute dégager du parking dans l'espace public. Ça veut dire qu'on va avoir des abeilles, mais on aura aussi des moustiques. Ça veut dire qu'on va avoir des écureuils dans la ville, mais aussi des rats, hein. Il va falloir s'habituer aussi à voir cette nature dans sa complétude. Il va falloir qu'on apprenne aussi à moins construire, hein, moins construire du neuf, à couler moins de béton, même si réparer, c'est construire. On va quand même moins dépenser, hein, moins couler de béton, mais utiliser donc plus d'intelligence, hein, changer de matière grise, parce que la déstandardisation, c'est sortir de la ville facile pour rentrer dans la ville complexe, c'est sortir des processus linéaires dans lesquels tout le monde a son rôle, tout le monde sait ce qu'il a à faire sur des processus complexes. Et au cœur de ces processus complexes, on a quoi? Eh ben, on a des gens qui doivent pouvoir faire parler les différents corps de métier, les différentes expertises, tenir finalement le fil rouge du projet, hein, avec notamment des médiums, hein, qui permettent d'avancer. Ben, c'est votre crayon, c'est le dessin, c'est le plan, c'est le projet, hein. Moi, j'appelle les architectes à prendre une place centrale. Pour le coup, dans ces démarches-là, on a besoin de ça, on a besoin d'hyper généralistes quelque part, qui savent parler projet, qui savent tenir le projet, et parler à la fois aux techniciens, à l'écologue et aux programmistes. Il va falloir de la créativité formelle, certes, mais plus globalement sur les processus, sur les modes de financement, les modes de portage, etc. Une créativité globale sur lequel vous avez votre rôle, notamment sur les questions de portage foncier, hein, qui sont au cœur du système qu'on ne veut pas voir. On a un certain nombre de sols trop essentiels aujourd'hui pour n'être gérés que par le marché, qui vont devoir sortir de la gestion uniquement par le marché. C'est déjà le cas dans un certain nombre de territoires, que ce soit sur du développement économique, sur du logement abordable, etc. Et puis, on rentre, comme je le disais, hein, sur une décennie d'expérimentation. Ça veut dire qu'il faut qu'on open source nos erreurs, qu'on arrête de communiquer sur nos réussites. Finalement, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est comment vite faire des erreurs, apprendre vite pour trouver la voie. On connaît la destination, hein, on connaît le cap, c'est un cap de décarbonation, mais globalement un cap de résilience aussi et de transformation de la ville autour de nous. Par contre, le chemin, on ne le connaît pas, hein. On ne le connaît pas, il va falloir tester, faire des erreurs et partager surtout ces erreurs. Nous, c'est la mission qu'on s'est donnée à Dixit au travers de notre blog, hein, sur dixit.net, du newsletter, c'est de donner la parole aux acteurs pour qu'ils nous racontent, en fait. Et pas tant ce qu'ils ont fait que pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, hein, qui nous racontent comment ils ont fonctionné là-dessus. Donc, on n'est pas journaliste, on ne sait pas faire de la communication, mais on est des professionnels qui parlons à des professionnels. Il va falloir qu'on cesse à une échelle territoriale de surjouer, hein, la compétition. Globalement, les Français n'en ont rien à foutre. Ils ne connaissent pas leur périmètre communal, ils ne connaissent pas les répartitions de compétences entre les différentes collectivités territoriales. Et je vais vous dire, il y a plein d'élus qui ne les connaissent pas non plus, hein. Donc, ce n'est plus la question. La question, c'est la question d'apprendre à voisiner sur des collaborations concrètes, c'est-à-dire arrêter de courir après la bonne réforme territoriale, le bon périmètre, etc. Abandonner toutes ces conneries. Ça ne sert à rien, ça nous occupe depuis 30 ans et de toute manière, on ne trouvera pas. Il n'y a pas de bon périmètre. La question, c'est quels sont les objets concrets de dialogue territorial au-delà des périmètres institutionnels. Et on en a, hein, très clair, l'alimentation, évidemment, mais encore faut-il le faire, hein, et on l'a réalisé. Ce cycle court, il porte aussi sur la construction de la ville, notamment avec le biosourcé. Chaque territoire a ses ressources propres, qui sont autant d'occasions de dialogue entre notamment du rural, un monde agricole, et la ville et les faiseurs de ville, hein. Et ça, il y a des opportunités extrêmement intéressantes, à la fois d'intelligence bâtie, mais aussi de dialogue territorial, qui doit aussi s'élargir, bien évidemment, sur les enjeux de mobilité et d'usage des sols. On le voit bien, hein, il y a un moment, il faut qu'on apprenne nécessairement à revoir une vision globale, finalement, ce système, pour comprendre que en fait, on a une politique agricole, une politique du logement, mais qu'en fait, elles sont mêlées. Le maintien du PTZ fait qu'on consomme du sol agricole en périphérie. Ça veut dire aussi que cette politique du logement et cette politique agricole, elle a un impact sur les politiques de mobilité, hein. Tout ça, c'est autant de points qu'il faut relier, hein, pour avoir une vision globale, parce qu'il faut penser systémique pour repenser le système. Nous, on a fait un jeu pour ça, qui s'appelle la fresque de la ville, pour justement mettre autour de la table, qui est open sourcée, hein, que vous pouvez utiliser pour vos projets, mettre autour de la table les acteurs de la fabrique de la ville de façon à ce qu'ils partagent simplement ces enjeux. Dégivrer la ville, je l'ai dit, hein, c'est un enjeu, mais c'est aussi un enjeu démocratique, hein, sur lequel on a besoin d'élus qui prennent non pas la place de celui qui va négocier avec le promoteur pour baisser de 2 étages le projet immobilier en cœur de ville, mais plutôt pour être le garant d'un dialogue démocratique sur tous les projets,
hein. Passer du temps, prendre du temps, projet par projet pour dialoguer avant, et pas sur la couleur du papier peint, hein, sur la nécessité, sur le besoin, avant de parler de la forme. Passer ce temps-là, ça nécessite aussi de renouer avec une logique de constructeur de cathédrale, c'est-à-dire autant d'élus, mais aussi de professionnels qui admettent, qui travaillent sur des projets qui vont finalement dépasser leur engagement personnel, voire même leur vie personnelle. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est une bifurcation, ce n'est pas une transition douce. Il faut arrêter de papoter. Il y a des abandons. Il y a des abandons, il y a des changements de métier qui sont nécessaires, il va y avoir des effondrements d'un certain nombre d'organisations, d'un certain nombre de marchés. Il y a une nécessité de tout ça, mais c'est aussi une opportunité. La ville complexe, c'est autant de femmes et d'hommes qui font des projets intéressants avec des acteurs qui vont nécessiter plus de matière grise et donc qui sont plus respectés. Il y a des opportunités individuelles, mais aussi collectives dans les organisations, que ce soit pour des territoires, mais aussi des organisations publiques et privées qui prennent le virage finalement et qui commencent à faire enfin ce qu'on dit depuis 20 ans, c'est-à-dire la ville sur la ville. C'est aussi finalement une opportunité parce qu'une ville, cette ville frugale, cette ville de la proximité, cette ville pour tous ou cette ville adaptative, si on n'était pas obligé, c'est aussi la ville qu'on ferait de toute façon. Donc, pour aller plus loin, et puis on va pouvoir discuter là-dessus et répondre à vos différentes questions. Il y a évidemment donc ce bouquin-là, j'ai publié il y a maintenant 1 an, Manifeste pour un urbanisme circulaire, et le petit bouquin que je vous conseille évidemment particulièrement avec Christine, qu'on a écrit avec Christine Lecomte, qui vient de sortir, qui s'appelle Réparons la ville, qui répond globalement à cet enjeu de raccorder les points, donner une vision globale sur les enjeux de la fabrique de la ville. C'est à la fois pour en parler, pour vous en parler, mais aussi pour que vous puissiez en parler à tout le monde. C'est-à-dire, c'est aussi l'idée de donner des cartouches aux professionnels pour qu'ils puissent aborder les sujets de fond avec à la fois leur maître d'ouvrage, mais aussi les citoyens, etc. Et puis, la newsletter, donc tous les mercredis, à l'occasion de découvrir un nouveau projet, un nouveau sujet, un de ces pionniers finalement auxquels on donne la parole. Voilà. Merci beaucoup. À votre disposition. Merci Sylvain Grézeau. Effectivement, on va passer à l'échange, ce qui serait voilà, et la suite de ce webinaire. Moi, je vais commencer par une première question. Vous ne croyez pas que la ville adaptative, ce n'est pas aussi des outils réglementaires adaptatifs? Pas que. C'est vraiment un problème systémique. Moi, ce que je constate, c'est finalement les outils réglementaires, ils changent. On les adapte. On voit, la RE 2020 s'est adaptée. On a des changements réglementaires qui sont continus aujourd'hui. Et ce que je constate aussi, c'est que si vous voulez, l'appel au réglementaire, c'est-à-dire il serait temps que les députés comprennent que sert beaucoup à l'inaction et qu'on a plein finalement de sujets qu'on peut régler localement, qu'on peut contourner en fait localement. Et puis on a ce que j'appelle moi les 3 sorcières, qui sont l'architecte des bâtiments de France, le contrôleur technique et l'assureur, qui sont ceux qui nous permettent d'avoir l'alibi de ne pas bouger. Moi, ce que je constate, c'est que on est tous soumis au même cadre réglementaire, mais qu'il y a bien des territoires, il y a bien des acteurs qui font quoi qu'il en soit. Donc, ce n'est pas une question réglementaire. Ça veut dire que si eux ont trouvé la clé, la solution, c'est peut-être une solution de contournement, peu importe. Eh ben, on peut aller voir ce qui se passe et avancer. Alors, évidemment, il y a plein de clés sur lesquelles il y a des changements réglementaires. J'étais auditionné par le Sénat ce matin sur les questions fiscales, par exemple, associées à ces questions-là, qui sont immenses. Donc, il y a plein de changements à faire, mais on n'a pas besoin de les attendre. C'est tout mon message. Donc, identifions-les. On a aujourd'hui des parlementaires, mais aussi des fonctionnaires dans les ministères qui sont à l'écoute de ces questions-là, très clairement, qui sont en demande. Par exemple, aujourd'hui, là, vous avez les décrets d'application de la loi climat-résilience qui sont aujourd'hui en consultation. C'est en consultation publique. Donc, c'est l'application de textes hyper structurants pour votre profession, pour notre profession, pour la fabrique de la ville, qui sont aujourd'hui mis en consultation. C'est en consultation par le Conseil d'État et croyez-moi, c'est lu tout ça. Personne ne va lire, personne ne va s'en occuper, pour autant, il y a une opportunité. Donc oui, il y a des changements réglementaires nécessaires, mais c'est pas à la fois, ce n'est pas suffisant et ça ne doit pas nous arrêter. Alors, des questions? Je ne sais pas, est-ce que les gens prennent la parole? Oui, on est suffisamment peu nombreux, allez-y. Une petite interactivité, alors voilà, je vous donne la parole. Daniel Cibo. Bonjour, je veux bien intervenir. C'était extrêmement intéressant, merci. Je suis architecte urbaniste et je fais de la planification depuis je vais juste dire un grand nombre d'années.
et c'est une vraie passion, et pas un pensum. Il me semble que c'était vraiment intéressant, mais il me semble qu'il y a un éléphant dans la salle dont on n'a pas parlé. C'est parce qu'on parle de tout ça entre professionnels comme si quand il se construit du logement, le problème était de construire du logement. Et il me semble qu'il y a un enjeu d'économie financière. Je ne crois pas du tout que quand il se construit du logement, il s'agit de produire du logement, mais il s'agit de produire des rentabilités financières à, et qu'il y a une économie de la rente immobilière dont on ne parle d'ailleurs jamais et dont tout le monde, finalement, de façon privée, essaye de profiter, chacun misant sur le fait que finalement tout le monde trouve normal qu'une maison qui a 10 ans vaut beaucoup plus cher que quand elle était neuve. Ça viendrait à l'idée à personne de dire qu'une voiture qui a 10 ans, ça vaut beaucoup plus cher qu'une voiture neuve. Et que cette économie de la rente immobilière, eh ben voilà, moi j'appelle ça l'éléphant dans la pièce. Et c'est ce dont on ne parle pas, ce à quoi on ne s'attaque pas. C'est ce qui justifie qu'on construit des logements dans des endroits où on n'en a pas besoin parce qu'il y a énormément de bâtiments à réhabiliter. C'est ce qui justifie qu'on n'arrive pas à restructurer des friches pour des questions financières. Enfin, je vais la faire courte mais, pour lancer le débat, mais il me semble que c'est une vraie question. Et quand on dit qu'on a une politique du logement, enfin, je ne suis vraiment pas sûre, quoi. Quand on voit comment sont traités, vous avez bien parlé du neuf, des enjeux Pinel, etc. Est-ce qu'on a une politique de la rente du logement ou est-ce qu'on a une politique du logement? Alors, il y a deux questions, Voilà. si vous me permettez, mon propos un peu pour répondre à ça. On en parle très clairement hein, dans notre bouquin avec Christine, sur lequel on appelle tout simplement à supprimer la défiscalisation. Hein, parce que globalement, c'est la seule chose qu'on n'a pas essayé. Hein, avec des effets de bord financiers, hein, on construit là où il ne faut pas, mais aussi des effets de bord en termes de forme urbaine, en termes de qualité architecturale, de pérennité du bâtiment, etc. Globalement, on dessine des bâtiments sous Excel. Et forcément, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, mais il y a deux sujets. Il y a deux sujets qui, les deux sont financiers. C'est d'un côté, on a le mode d'organisation financière. Et enfin, je pense qu'on n'en parle pas, on est nombreux à en parler hein, quand même. Et localement, je trouve que c'est quand même des sujets qui non seulement font parler, mais qui aujourd'hui sont des sujets d'action. Le premier, c'est finalement la formation de cette industrie immobilière. Hein. Qui n'est qu'un acteur, et un acteur visible, hein, qui n'est que le sommet de l'iceberg, d'un système qu'on entretient tous. Vous le dites très bien, on en profite tous d'une façon ou d'une autre. Enfin, on en profite ou pas, ou on aimerait en profiter, mais quelque part, voilà, que ce soit dans les processus de défiscalisation ou en s'apercevant que notre voisin a vendu sa baraque super chère et en ayant le petit… la sensation qu'on est devenu riche tout à coup, hein, parce qu'on habite à côté. Alors que on s'est tous appauvris collectivement, sans même parler des impacts sociaux qui sont absolument, absolument centraux et qui font qu'aujourd'hui, on a un effondrement sur un certain nombre de territoires qui n'arrivent plus à avoir des gens normaux pour venir travailler, quoi. Ça, là-dessus, on est clairement sur un processus de fabrication de la ville qui est délétère. Moi, j'appelle ça la recette du pâté urbain, c'est-à-dire si vous avez une tension sur le marché à un moment et qu'il y a un bout de foncier à un moment qui apparaît comme disponible, celui qui est propriétaire du foncier n'a qu'un intérêt, c'est de le vendre au plus offrant. Le monde de la promotion va pouvoir rivaliser avec des enjeux de qualité urbaine, d'insertion, de qualité architecturale, de modération et de plantation, mais à la fin, celui qui va gagner, c'est celui qui donne le plus cher. Hein. Pour donner le plus cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Une étude de capacité sur laquelle on vient bourrer la parcelle, c'est-à-dire globalement, je vais prendre les règles de PLU, notamment les règles de stationnement, puis je vais voir ce que j'arrive à faire en maximisant l'usage de la parcelle sans aucun regard sur ce qui se passe autour. Hein. Et puis, je vais pouvoir de toute façon vendre en défisc à des gens qui ne vont jamais habiter là. Et de toute manière, l'ensemble des acteurs présents qui vont décider finalement de ce qu'on va construire n'habiteront pas là au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'avant la fin de la décennale, on a le propriétaire du foncier, l'investisseur individuel dans le cadre de la défiscalisation, le promoteur, en général même le maire, hein, mais même les occupants hein, qui auront changé. Hein. Donc, on construit des bâtiments de fait jetables, inadaptés et décontextualisés. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ça génère quoi? Une inflation foncière.
Et on a abandonné il y a 20 ans toute politique foncière sur tous les territoires de France. Et aujourd'hui, on arrive au bout du système. Et dans ces politiques foncières, il y a évidemment les questions de réserve foncière, mais aussi de maîtrise des prix, maîtrise des coûts. Et on a l'émergence un peu partout sur le territoire, dans les secteurs les plus tendus, les plus avancés sur ces questions-là, de logique non plus de recyclage foncier qu'on a avec les établissements publics fonciers, mais de foncière. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend des morceaux de sol et on les sort de la gestion par le marché. Et de façon durable, on leur donne une fonction. Et donc, ils sortent de l'équation économique. C'est les organismes fonciers solidaires qui se multiplient un peu partout sur le territoire. Mais on a aussi des foncières agricoles qui parfois sont des foncières privées, des foncières associatives avec des fondations, comme Terre de Liens, par exemple, qui vont donner un usage durable agricole. Mais aussi, on a des foncières qui se créent qui travaillent aujourd'hui sur des zones d'activité économique. À Annemasse, par exemple, la collectivité ne vend plus de sol, ne vend plus de foncier économique. Le foncier est prêté quelque part, il est loué avec des baux amphithéotiques. Et puis, les entreprises viennent investir, viennent construire, voilà, faire leur job, mais ne sont pas propriétaires du sol. Ça veut dire qu'on optimise, on peut densifier, et puis on n'a pas de friche parce qu'on a un recyclage de tout ça. Et surtout, on a une maîtrise de la destination du sol. Donc, on va avoir, par exemple, des activités productrices et pas des commerces. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a un certain nombre d'activités qui chassent d'autres. Voilà, garder le cap sur le temps long et maîtriser les prix, c'est maîtriser le sol. Et on revient à la clé du sol. Tout le reste, c'est de la rigolade, tant qu'on ne traite pas ces questions-là. Mais justement, il y a aussi ce non-dit. Comment on a fini par trouver aussi normal que du sol agricole, parce qu'il y a un document papier qui dit qu'il est constructible, vaut une fortune. Il y a aussi une question qui s'est, comment dire, naturalisée, puisque même aujourd'hui, on a des soucis d'évaluation par les domaines. Et le juge va considérer que ça vaut, etc. Et donc, tout ça, ça alimente la machine financière qui bloque le système au bout. On est tous coupables de ça. On ne paye pas nos agriculteurs. C'est leur plan de retraite. Moi, dans le manifeste, il y a la citation d'un expert immobilier qui négocie pour la deuxième fois avec un agriculteur. Il était dans la vallée du Rhône, il l'a viré, il l'a exproprié pour faire un ouvrage d'infrastructure, routière, je crois. Et puis, il se retrouve à proximité d'Aix-en-Provence. Et là, nouvelle expropriation, ils se retrouvent face à face, ils se connaissent, parce qu'il y a une ZUP qui va être créée, une ZAC, pardon. Et à la fin de la discussion, qui évidemment se passe bien, ils connaissent tous les deux, ils savent comment ça se passe, etc. On se met d'accord sur le montant de l'indemnisation. À la fin, une fois qu'ils sont d'accord, l'agriculteur dit à l'expert immobilier: Monsieur l'expert, j'ai entendu parler d'un contournement autoroutier autour d'Arles. Vous me confirmez ça? Parce que je vais peut-être acheter une exploitation là-bas. Ben ouais, c'est un business agricole, aussi, mais qu'on a entretenu, en payant peu, mais cher quand même, ce sol agricole, etc. Cet expert immobilier, c'est mon grand-père. Donc, ce n'est pas tout neuf, tout ce machin-là. On est sur un processus qu'on a entretenu et sur lequel on est tous responsables. Donc aujourd'hui, boum, il faut arriver à mettre au cap les choses. À un moment, il y a des attendus, on crée une valeur en ouvrant à l'urbanisation. Il se trouve que le travail que vous faites, il est nécessaire, il est compliqué d'avoir une vision prospective du territoire. Mais de fait, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se limiter simplement à ouvrir des droits à construire et quelque part créer une valeur foncière sans la gérer, sans parfois revenir en arrière, sans parfois aussi collecter cette valeur-là, puisque finalement, le public crée de la valeur, mais qui est derrière récupérée par le privé, ce qui est un vrai souci. Enfin, planifier, ça n'est pas ouvrir des terrains à l'urbanisation, si je peux me permettre. Non, mais pas que. Mais par exemple, typiquement, on est arrivé avec la loi NOTRe, vous comme moi, on a sans doute, on a supprimé des centaines d'hectares de zones AU qui étaient dédiées à l'extension de zones d'activité qui ne servaient à rien, mais qui traînaient dans les PLU. Le jour où on regarde ça à l'échelle de l'EPCI, tout le monde s'aperçoit qu'en fait, on a des réserves foncières pour 50 ou 100 ans et on va en enlever. Pareil, il y avait une attente de valeur des propriétaires, il y a eu une perte de valeur. Dont acte. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces thèmes-là ou d'autres Non, ça vous a laissé de marbre, tout va bien?
Pas de changement. Voilà. Moi, j'en ai une pour vous. Hein. Et tout ça, est-ce que ça change vos pratiques en tant qu'acteur de la ville, quel que soit votre rôle? Est-ce que ça induit des changements de pratiques et si oui, lesquels? Non, je pense. Allez-y, débloquez votre micro, vous parlez, hein, pas de problème. Oui, bonjour. En fait, il y a pas mal de questions qui arrivent après tous ces constats et après, après avoir lu le livre aussi. La première, c'est que nous, à l'échelle de notre pratique, on essaye de faire déjà pas mal de réhabilitation, de rénovation, même quand on a des programmes sur des marchés publics qui nous demandent de raser et refaire, on étudie quand même la possibilité de pouvoir réutiliser ce qui existe, alors au grand étonnement parfois de nos maîtres d'ouvrage publics. Mais là où on est un peu démunis, c'est qu'on a beau essayer de faire de la pédagogie, expliquer la démarche, etc. Il y a toujours le problème financier qui revient. Et aujourd'hui, je trouve dingue qu'on ne soit pas plus soutenu avec des aides, avec des subventions, avec des choses pour la rénovation. Parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, il arrive souvent que ça coûte moins cher de démolir et refaire que de rénover. Donc, comment on peut essayer aussi d'appuyer sur ces leviers-là pour qu'on ait plus d'arguments aussi auprès de nos maîtres d'ouvrage? Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a évidemment un surcoût. Alors, qu'il y a un surcoût, je veux dire, qui est lié aussi au fait que à la fois le neuf et surtout l'étalement urbain n'est pas assez cher. Hein. Finalement, le sol agricole, il n'est pas assez cher. Donc, il y a des réflexions aujourd'hui sur est-ce qu'une taxe ne peut pas venir compenser ça. Mais de toute manière, on a des formes d'erreurs du passé aussi hein, dans le travail de l'existant. Quand vous avez une présence d'amiante dans un bâtiment, quand il faut déconstruire un bâtiment, qui est donc obsolète hein, quelque part, donc il n'est pas en capacité d'évoluer quand on a des pollutions de sol, quand on a aussi des attachements hein, sur des biens immobiliers, finalement un bien construit, la maison de mémé, etc., ça coûtera toujours plus cher que le prix du sol, alors qu'en fait, la maison, elle vaut rien, elle vaut même un prix négatif parce qu'il y a le coût de la déconstruction, quoi. Donc, on a tous ces trucs-là à gérer, ce qui fait que même si on essaie de corriger les choses, ça restera quand même plus cher. Alors, attention, on est quand même dans un mouvement aujourd'hui qui, sur ce cadre-là, change beaucoup. Hein. D'un côté, on a quand même une pénurie foncière dans la périphérie qui va s'accentuer avec le zéro artificialisation net. C'est-à-dire que le réglementaire, hein, là, va venir fermer le robinet quelque part. Alors, ce qui, pour certains territoires, va pas changer grand-chose, parce que quelque part, il y avait déjà une pratique, etc. Mais pour certains, va être une vraie révolution. Donc, l'alternative sera peut-être moins possible. Et c'est évidemment pour ça hein, qu'on a aujourd'hui la multiplication, par exemple, des observatoires ou des recensements des friches sur les territoires. Et puis, de l'autre côté, on a beaucoup de dispositifs qui se créent pour inciter, pour permettre de travailler sur l'existant. Quand vous faites la somme de la défiscalisation sur le De-Normandie, par exemple, le De-Normandie, c'est un dispositif de défiscalisation, mais appliqué au travail de l'existant. Il est aujourd'hui, on a moins de 1000 logements qui ont été produits en De-Normandie. Parce que c'est plus compliqué, parce qu'il faut faire un projet, parce qu'on a des inconnues financières, etc. Alors que de la défisc en Pinel, vous signez un contrat au salon de l'immobilier, vous n'êtes même pas obligé d'y aller, vous n'êtes même pas obligé de voir votre truc. De toute manière, vous avez un tableau Excel qui vous dit comment on atterrit. Vous voyez bien que tant qu'on aura cette concurrence de l'un et de l'autre, ce sera compliqué. Donc, il faut éteindre ces trucs-là. Mais pour autant, on a bien des dispositifs qui existent. On a des dispositifs type Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qui sont vraiment des moteurs en termes de prise de conscience d'ingénierie, mais aussi de financement. Hein. Alors, pas partout, mais c'est quand même Action Cœur de Ville, on a plus de 200 000 moyennes. Petite Ville de demain, plus de 1000 communes. Hein, donc, ça commence à faire. Hein. Et puis, là, regardez, le fonds friche. Le fonds friche, c'est ça. Hein. Il va payer une dépollution, un désamiantage, une déconstruction sur une opération qui est déficitaire structurellement et qui ne peut pas se monter. On en est au 3e round, on est à près de 900 millions d'euros. Hein, aujourd'hui, en fait, quand on dialogue avec les acteurs d'Action Cœur de Ville, moi, je travaille dans le cadre d'une expérimentation là-dessus. Écoutez, on ne manque pas de soutien, finalement, on ne manque même pas tellement d'ingénierie, on ne manque pas de dispositifs et on ne manque pas d'argent. On manque plutôt à un moment de projet bien ficelé, bien pensé, avec un tour de table d'acteurs, que ce soit des élus, des techniciens, etc., qui est suffisamment solide pour tenir le choc. Et là, on a des opérateurs nationaux qui peuvent mettre au pot. Donc, le sujet, c'est celui que vous dites, hein, c'est expliqué.
Oui, bonjour, Lionel Carly. Bonjour. Je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, bon, ça fait passer le nombre d'années, dizaines d'années que je travaille à la fois sur l'architecture et l'urbanisme. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai des grands coups de blues, parce que j'ai le sentiment d'une part que notre profession ne pèse rien, qu'on a du mal à se faire entendre. Je pense qu'aussi, nous, de temps en temps, on fait des erreurs, c'est-à-dire que parce qu'on doit avoir un effet d'entraînement, c'est-à-dire que quand on construit, quand on aménage, quand on répare, quand on construit la ville sur la ville, on le fait pour des gens et avec des gens. Et c'est vrai que ce qu'on a appelé depuis très longtemps la co-construction, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de sortir en dehors du périmètre de nos maîtres d'ouvrage et regarder sur les franges quels sont les acteurs et les moyens de levier qui peuvent éventuellement nous permettre d'emporter une adhésion sur un projet alternatif qui n'est pas forcément tout à fait celui du maître d'ouvrage, qu'il soit privé ou public, mais qui puisse être facilement partagé par l'environnement proche de l'opération. Donc, quand on est sur une creuse, ou éventuellement très en amont, quand on est justement en train de réfléchir avec des élus sur le réaménagement de la ville ou la restriction d'ouverture à l'urbanisation d'espace. Et c'est vrai que ça fait des années, quand on travaille sur des PLU ou avant sur des postes ou sur des cartes communales, ce qui a été dit tout à l'heure, et je le partage, c'est vrai que c'est violent aussi pour un certain nombre de propriétaires d'apprendre que leurs terrains qui ont été pendant des années et des années classés en zone de NA, voire maintenant en zone AU, ne seront jamais construits. Et c'est vrai que quand on discute aujourd'hui avec des élus, moi dernièrement j'ai un dossier où évidemment c'était un agriculteur qui était prêt à céder son foncier pour faire une opération un peu d'envergure avec un maître d'ouvrage public, puisque c'est la Caisse des dépôts et consignations. Mais finalement, en discutant avec le but c'était de déplacer un bâtiment qui était obsolète sur un autre site, finalement en essayant de mettre autour de la table un peu le bilan construit de la commune et le bilan des services existants sur la commune, ce qui existe, ce qui manque, on s'est rendu compte qu'on pouvait réutiliser le bâtiment qu'ils voulaient finalement abandonner pour en faire une activité qui serait connexe à une extension qu'on pourrait faire sur le terrain d'à côté et éviter d'aller tout de suite bouffer du foncier ailleurs, sans compter que le maire commençait à avoir du mal à expliquer aux autres maires des communes de l'établissement, enfin de la communauté de communes, qu'il allait falloir qu'ils abandonnent du terrain constructif pour lui donner chez lui en termes de compensation. Et on s'est rendu compte que finalement, en expliquant qu'il y avait un petit peu un côté vertueux à cette opération, qu'on allait renforcer une cohésion sur au moins une des communes de la communauté, que l'on allait pouvoir renforcer l'attractivité d'une partie de territoire et que finalement, les riverains, à la fois les riverains de la zone agricole étaient un petit peu vent debout, enfin, ils n'y étaient pas encore, on n'allait pas tarder à être vent debout contre la nouvelle opération. Finalement, ça a fait un consensus global. Alors, on ne sait pas si on va y arriver, mais pour l'instant, on est en train de travailler cette piste de réutiliser un bâtiment pour y mettre une partie de l'activité qu'on devait déplacer, en amener une autre dedans, et puis finalement, faire la quote-part de ce dont on avait besoin sur le terrain d'à côté, qui est déjà en centre-ville. Donc, en travaillant avec les riverains, en travaillant avec d'autres acteurs, que ce soit du monde associatif de la commune ou de la communauté, et puis en prenant à partie les élus, puisque aussi un député qui est conseiller départemental, auquel j'ai renvoyé un petit peu à ses responsabilités en tant que justement représentant de la nation et porteur de règles, on arrive petit à petit à le faire. Alors, c'est vrai que c'est long parce que, comme le disait Daniel tout à l'heure, ou comme le dit Charline tout de suite, on a du mal à faire passer le message. Mais on se rend compte qu'en mettant en mouvement, parce que c'est ça, il faut être en mouvement, constamment en mouvement, on arrive parfois, alors je ne sais pas si c'est à chaque fois, on arrive parfois à renverser la table et surtout, on arrive à entraîner une adhésion. Donc, je pense que même si de temps en temps, on se dit, waouh, c'est un peu débile leur programme, il faut qu'on leur propose autre chose, ben, proposons-leur autre chose, essayons même de jouer avec des bras de levier qui sont périphériques, et puis un jour ou l'autre, je ne vais pas dire que ça va être Rome, c'est pas fait en un jour, mais je vois bien avec le temps, moi ça fait 40 ans que je bosse, et je vois bien qu'avec le temps, même si je suis profondément démoralisé par certaines périodes, on arrive à avoir gain de cause. Et puis je pense qu'il faut aussi spéculer sur
pas spéculer, mais investir sur l'avenir. On a aussi un renouvellement de la classe politique. On a aussi dans les communes, et je pense que c'est à l'échelle communale qu'on arrive le plus souvent à faire bouger les choses pour les faire remonter au niveau de l'État. On a aussi de jeunes élus qui ont envie de prendre ce problème à bras-le-corps et pas de laisser leur commune continuer d'évoluer comme elles l'ont fait par le passé. Alors, des vieux élus aussi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a aussi des élus qui sont là et que j'ai pu entendre, qui sont au 3e, 4e mandat et qui disent on ne peut plus continuer comme avant, quoi. Il y a cette prise de conscience, elle est aussi là. Je ne vais pas répondre à votre exemple parce qu'il est édifiant, enfin, tout y est, mais je vais me permettre juste pour repointer avec ce que j'ai pu dire, parce que je trouve ça juste passionnant. Dans ce que vous nous avez dit, donc c'est un vrai exercice de ville sur la ville, enfin, on l'appelle comme on veut. Il y a ce complexe-là, parce qu'il faut faire parler au-delà de la parcelle, parce que, oui, on est sur un tissu qui est habité, mais qui est en plus voisiné. Donc là, ça veut dire que vous, architecte, vous avez un rôle là sur la mise en dialogue et la traduction. Il faut faire comprendre à l'ensemble de ces acteurs-là. Ce dialogue, il touche aussi les institutionnels. Il faut qu'on regarde, qu'on dézoome quelque part. Ce n'est pas qu'une question spatiale, c'est à un moment une mise en débat, etc. Donc, animer un collectif, est-ce que c'est aujourd'hui une compétence de l'architecte? Est-ce qu'il est formé? Est-ce que les jeunes architectes sont formés comme ça à l'école? Évidemment, si je pose la question, c'est que j'ai une petite idée là-dessus. On a besoin de ça, on a vraiment besoin de ça, et ça fait partie du sujet. Et ça veut dire que là, vous allez jusqu'à quelque part dire qu'il n'y a pas besoin de construire ou moins construire. Et on est encore avec des règles de rémunération au pourcentage de montant de travaux qui est une absurdité par rapport aux enjeux du moment. C'est-à-dire que, à mon sens, cette fonction de conception, cette fonction de projet, ce n'est pas être animateur socio-cul, c'est faire projet en mettant en dialogue les uns et les autres. Mais c'est faire projet. Et c'est un projet qui peut être un projet constructif, en neuf, un projet de transformation, un projet aussi de non-construction, d'économie de ressources, de réorganisation, etc., etc. Donc, toute une typologie là-dessus, sur lequel finalement la construction et la dépense en matériaux est un des éléments. Et quelque part, aujourd'hui, on a tous collectivement intérêt à ce que les professions mobilisées sur l'acte de bâtir, finalement, viennent construire quand c'est vraiment nécessaire. Qu'on ait une sobriété programmatique, qu'on ait aussi une sobriété constructive associée là-dessus. Et donc, vous voyez, là, ça veut dire qu'il faut rebattre les cartes aussi des contrats, des modes de rémunération et aussi de ce qu'on a dans notre tête, que ce soit les architectes ou l'ensemble des acteurs mêlés. C'est hyper intéressant. Et l'exemple que vous donnez, c'est finalement… moi, je retrouve cette idée qu'on a un problème, donc on a une solution qui est la construction d'un équipement en périphérie. Et ça fait 50 ans qu'on fait ça. À dire on a un problème, on va prendre le temps d'essayer de comprendre le problème. Et peut-être que la solution, elle vient déjà dans l'existant, et donc il faut qu'on regarde différemment ce qu'on a autour de nous. Mais il y a un acte de pédagogie, de mise en dialogue qui est juste fondamental, qui est extrêmement complexe, qui amène des échecs, parfois très clairement, mais qui, à mon sens, fait partie de nos responsabilités. Si personne, j'ai un commentaire pour parler aussi de quelque chose où on entend souvent dire le contraire. De mon expérience personnelle, on fait beaucoup plus facilement avancer les choses quand on a affaire à des commissions d'élus à l'échelle communale, et qu'aujourd'hui, la planification qui se fait dans des grands documents, alors on est dans des régions où on a quasiment que du PLUI, etc. Ça veut dire qu'on a affaire à des technostructures, et que les technostructures, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de les faire bouger parce qu'elles jouent un rôle d'écran vis-à-vis des élus. Et si on avait les élus en face de soi, on arrivait à convaincre, et face à la technostructure, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, paradoxalement, par rapport à ces questions-là, la décentralisation peut parfois permettre d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire le travail avec des commissions d'élus qui connaissent leur terrain. On peut parfois aller beaucoup plus loin qu'on ne le peut aujourd'hui quand on fait de la planification à des très grandes échelles. On peut retrouver, on retrouve ça un peu surtout, on trouve ça évidemment sur la planif, où en plus on est sur le temps long, etc. Mais vous retrouvez ça sur toutes les échelles de projet, c'est-à-dire qu'on a une complexification du jeu d'acteurs, et quelque part, à un moment, le maître d'œuvre, ou celui qui fait projet au milieu,
une de ses fonctions, c'est d'arriver à se mettre d'accord des services, par exemple, qui ne se mettent pas d'accord. Vous pouvez calquer ça sur ces questions d'écran, de complexité entre techniques, etc., sur l'élaboration de l'espace public, par exemple, hein, qui est devenu un objet extrêmement complexe parce que c'est la concentration de plein d'usages et donc de plein de services, etc. etc. Moi là-dessus, je n'ai pas de leçon à donner. En tout cas, moi, ma pratique, c'est de refuser la segmentation entre le dialogue technique et le dialogue élu. Voilà. Et c'est un truc que j'ai appliqué pour d'autres acteurs, hein, qui a été accepté par les services de l'État sur une expérimentation qu'on monte dans le cadre d'Action Cœur de Ville, sur lequel j'ai dit, moi, je refuse d'avoir une segmentation entre d'un côté les techniciens, le comité technique, vous savez, donc c'est les gens intelligents qui réfléchissent, et puis ensuite le comité de pilotage. Donc là, on balance du PowerPoint avec des scénarios. Scénario A, il est minable. Scénario C, il est trop cher, mais le scénario B, c'est un bon compromis. Alors, monsieur le maire, vous en pensez quoi? Les élus ne sont pas cons, en fait, et les techniciens peuvent aussi prendre la parole devant des élus. Donc, moi, ce que je demande, c'est avoir ce que j'ai appelé ça un comité opérationnel, où on a les techniciens qui servent à quelque chose et les élus qui servent à quelque chose, dans lequel on prend la décision. Et puis, on y va. Ça marche super bien, en fait. Les gens sont contents. Mais on arrive aussi face à ces... Enfin, je veux dire, il n'y a pas qu'à nous de changer, hein. Enfin, que les collectivités locales, dans leur organisation, dans le management de projet, doivent aussi vivre une transition. Et je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, on a des collectivités locales bienveillantes, conscientes, compétentes, qui sont complètement plantées par des problèmes organisationnels qui deviennent finalement... qui doivent être aujourd'hui la priorité, hein, se donner les moyens de mener les transitions. Et ça, il faut s'organiser avant d'y aller. Moi, je vois la ville et l'agglo de Poitiers était déjà plutôt bien organisé et c'est complètement réorganisé dans cette logique-là, en disant, attendez, on a une organisation qui est segmentée, nos problèmes nos enjeux de transition sont éminemment systémiques. Donc, comment est-ce qu'à un moment, on aligne l'organisation avec les enjeux, avec ce qu'on doit traiter? Et c'est passé par des trucs pas simples, hein, c'est-à-dire que l'ensemble, y compris des responsables, hein, ont dû repostuler sur leur poste. Hein, c'est-à-dire, on a un organigramme A, un organigramme B, il y a des postes et puis ils sont à pourvoir. Donc, allez-y, postulez, quoi. Et ce que tu viens de dire, c'est excessivement important. Je pense qu'on oublie toujours, quand on bosse sur un projet, alors tout dépend de l'échelle, mais de la constitution de ce comité de pilotage. Et souvent essayer d'éclairer les élus ou nos partenaires en leur disant, tiens, ce serait peut-être intéressant d'associer tel partenaire qui est dans un environnement direct ou qui a des compétences. Moi, je crois beaucoup à ce dialogue. Il y a un certain nombre de pays européens. Moi, je me suis exercé à un moment donné sur les Pays-Bas où il y a une approche du fait urbain et de l'autorisation d'urbanisme qui est complètement différente de par chez nous. Alors, je ne sais pas si c'est sur tout le territoire hollandais, mais où c'est vrai qu'on associe les riverains, on associe les structures qui sont périphériques, et finalement, ils ont leur mot à dire. Et éventuellement, on travaille plus sur un urbanisme de projet avec des règles de base qui sont intangibles, mais il y a aussi une discussion qui s'instaure avec les riverains qui permet d'ouvrir de temps en temps des possibles. Et c'est quand je disais qu'il faut travailler avec et pour, c'est toujours dans cette optique-là, c'est que le projet, il appartient à tout le monde finalement. Alors c'est difficile à expliquer, c'est difficile à faire comprendre, mais je pense que sous cet angle-là, on arrive à motiver tout le monde. Et c'est vrai que c'est important pour un élu de savoir qu'on a aussi déminé le terrain, que le projet il va se faire sans heurts et qu'éventuellement, pour lui, ça sera beaucoup plus facile à faire adopter un projet qui est un peu différent de celui qu'il avait envisagé parce que finalement, il a un consensus il y a un consensus qui se développe sur ce projet avec l'ensemble des acteurs périphériques. Et c'est pour ça qu'un comité de pilotage, c'est toujours intéressant parce que c'est une prise de décision à plusieurs, c'est jamais une seule personne qui va, même s'il faut que quelqu'un tranche à la fin, mais on sait pourquoi on a tranché. Si on a pris une décision qui est une erreur historique, et ben au moins on sait qu'elle a été prise et on sait pourquoi elle a été prise. Et ça questionne beaucoup le rôle de l'élu, hein, par rapport aux pratiques qu'on a en France, où il y a ça questionne le rôle de l'élu et ça questionne aussi la manière dont on gère, on en parlait tout à l'heure, les autorisations d'urbanisme et en amont la règle.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'introduira pas une obligation de clause de revoyure sur tous les documents d'urbanisme, on l'avait demandé ça à plusieurs reprises, qu'il y ait un délai à partir duquel on soit obligé de revisiter le document d'urbanisme pour en faire son bilan au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, et de se dire, bon, est-ce que la voie qu'on a prise, elle est bonne? Voilà. Et puis, il y a aussi le problème de la maîtrise du foncier par les collectivités. Et bon, moi, c'est un petit peu toujours été mon cheval de bataille de dire, mais attendez, plutôt que de faire de la déprise sur votre foncier, monsieur le maire, gardez-le et mettez-le en amodiation. Au moins, demain, si ça ne va pas dans le sens que vous voulez, vous pourrez toujours récupérer après la période amphithéotique votre foncier pour en faire autre chose. Ça aussi, c'est des outils qui ne sont pas du tout utilisés en France parce que le droit de propriété est un droit fondamental et quelque chose, le patrimoine. Alors, ça commence, hein, il y a de plus en plus de collectivités qui passent à l'action là-dessus. Hein. Et, là, pour le coup, on a des pionniers. Hein. Mais vous voyez comme quoi les regards, ne serait-ce qu'européens, hein, sont aussi informants. Oui, c'est un autre contexte, etc., etc. Mais finalement, c'est un contexte culturel très proche. Et il y a d'autres façons d'arriver au résultat. Souvent, en effet, par ce niveau de dialogue, souvent avec des élus qui finalement vont se détacher de l'arbitrage sur le projet pour être plutôt les garants et puis venir chapeauter un processus qui est un processus de dialogue, hein, et sur lequel ils vont questionner, ils vont demander, ils vont être exigeants. Mais finalement, on est vachement concentré sur cette logique d'arbitrage, comme si la plupart des choix nécessitaient de faire de prendre des décisions cornéliennes, j'y vais pas, etc., etc., alors que la plupart des décisions se font au consensus. Hein, et la question, c'est comment on fait émerger ce consensus-là, hein, dans un vrai temps de dialogue. Alors, on va passer plus de temps à ça. Et c'est là-dessus où on a besoin de ce que je disais, hein, de constructeurs des cathédrales, c'est-à-dire des élus qui acceptent de lancer, mais aussi des professionnels quelque part, hein, acceptent de lancer du projet et puis dire, en fait, on prend le temps de le faire bien, mais de le faire vraiment, hein, plutôt que d'aller vite et puis de se prendre un mur ou de finir en conflit, quoi. Ouais, et puis j'ajouterais aussi qu'on a l'étendue du projet avec des objectifs, des besoins, une demande. Et moi, je le vois encore aujourd'hui pour mener à bien, ne serait-ce que là, les volontés, par exemple, d'écoquartier, un document d'urbanisme qui n'est pas du tout en adéquation et qui n'est pas souple et qui prend un an et demi et plus, et voire aussi une demande des élus ou des élus qui ont du mal aussi à se décider parce qu'il faut, il faut changer les outils réglementaires ou il faut passer encore par des procédures qui sont très, très fébriles sur ce genre de procédures. Et du coup, on passe 10 ans à sortir quelque chose qui n'est même plus d'actualité au final et qu'on revoit constamment et on travaille tout le temps et on remet ça en question. Au final, je pense que c'est même plus c'est même plus en adéquation avec la demande et les besoins. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'adaptabilité de l'outil réglementaire, mais vraiment, je pensais à nos documents d'urbanisme qui sont de plus en plus figés et effectivement, de les revoir tous les 5 ans peut-être ou avoir une fois des formes autres que ce on peut les revoir tous les 5 ans. Moi, ce qui me semble surtout important, c'est de les simplifier. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ce n'est pas de les simplifier pour les simplifier, mais il y a un objectif qui doit être notre objectif à tous, c'est de faire des documents de planif qui fixent un cap, qui fixent les règles de base, hein, dans lequel on peut avoir des discussions. Et d'un côté, il faut qu'on simplifie avec un objectif simple, c'est que les gens arrivent à savoir ce qu'ils peuvent faire sur leur parcelle. Ce n'est pas un objectif mineur, hein, je veux dire. On a quand même beaucoup de territoires en France où les professionnels ne s'en sortent pas. Pour comprendre ce qui est possible ou pas. Donc, des documents qui sont strictement illisibles. Et après, qu'on ait un processus au-delà du tampon oui-non, qu'on ait un processus autour de ça, ce qui est en train de se développer un peu partout au travers de ces chartes et de ces machins, mais je veux dire qu'on vienne objectiver le dialogue. Hein, parce qu'à un moment, l'application du document réglementaire, c'est censé être une application du droit. Et on le voit bien, tout à coup, l'application stricte du droit a fait baisser drastiquement les permis de construire en 2019. Non, preuve que voilà, c'est le fait du prince. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, on aurait sans doute plein de conneries. Hein. Mais à un moment, on sort d'un cadre objectif
et on positionne d'ailleurs à la fois élus et techniciens dans des postures, dans des positions qui ne sont pas les leurs, alors qu'on devrait avoir un cadre réglementaire plus simple, plus lisible d'un côté, et en face, une capacité de dialoguer sur du projet. Et pas de dialoguer ex post sur un permis sur lequel on va venir rogner un étage, etc. Mais de dialoguer ex ante, donc avant vraiment sur les questions de programme, les questions de relations au voisinage, etc. etc. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a même plus les mêmes personnes à l'attribution du permis. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrête les conneries, où aujourd'hui, on a un PLUI qui est fait par le PCI, où bien sûr les communes sont impliquées, etc. Mais in fine, ce n'est pas le document du maire. Mais par contre, c'est le maire qui signe les permis. Et donc finalement, le seul vrai pouvoir qui lui reste, c'est ça, c'est de ne pas signer les permis. Et donc, on a cet effet pouvoir de nuisance là qui est extrêmement, extrêmement négatif pour tout le monde. Et notamment pour la place de l'élu qui ne peut plus dialoguer de façon saine parce qu'il est là avec ce droit de vie et de mort et il ne sait plus comment le gérer. Il a aussi le droit de signer des permis qui sont complètement incohérents face aux politiques d'aménagement durable, etc. Parce que ça fait 20 ans que la loi SRU a essayé d'entrer le projet dans la planif et on voit bien que c'est terrible, qu'on a aussi beaucoup d'absence d'instruction ou des instructions de la règle qui sont totalement surréalistes par rapport au projet qui était porté. Enfin, ouais. Bon, voilà, il y a une complexité du droit. Mais parce qu'on essaie de faire réglementer le projet, enfin l'opérationnel, voilà, etc., le temps court par un document qui doit nous donner une vision et du temps long. Donc, il doit être très stable. Et quelque part, le fait qu'on ait besoin de bouger cette règle sans arrêt, ça montre bien qu'on est en train de lui faire dire tout et son contraire. Elle peut poser un socle. Pour moi, le PLU, il doit poser le socle, à la fois faire comprendre et poser des bases qui ne sont pas des sujets de discussion. Le reste est une démarche de projet qui, là, doit être adaptable. Moi, au bout de 20 ans, je n'ai jamais réussi à respecter une OAP. Pourquoi? Parce que quand j'interviens au niveau opérationnel, sur un secteur qui a donné lieu à une OAP, moi, je vais évidemment travailler plus tard. Donc, on n'est plus sur la même temporalité, c'est plus le même moment. Ce que Muriel, tu disais, c'est un moment, c'est tellement tard qu'on ne sait même plus s'il y a besoin, etc. Donc, on n'est plus au même moment. Et en plus, moi, je vais travailler en pré-op, donc avec un autre niveau d'échelle, une autre connaissance des lieux, etc., qui forcément vont être à un moment ou à un autre contradictoire avec l'OAP. C'est problématique. On ne peut pas tout faire dans un même document et de façon stable, d'autant plus quand on dit qu'en face, on a des changements de mode de vie, on a des enjeux, des crises, ce qui fait qu'on ne peut pas anticiper l'avenir. La question, c'est comment on a des formes de documents agiles qui vont nous permettre de faire projet. Et donc, il y a le document très stable et le socle, et derrière, finalement, des démarches d'accompagnement de projet. Ça veut dire aussi qu'on a besoin d'architectes qui soient derrière le bureau. Ça, moi, j'insiste, et on n'en parle pas dans les écoles d'archi, etc. etc. On a besoin du regard de l'architecte, mais tu regardes sur l'architecture, sur le bâti, mais sur le projet, de la culture projet de l'architecte, qui soit aussi derrière le bureau du maître d'ouvrage de la collectivité. Et c'est pas, voilà, et qu'on sorte de cet usage exclusif de l'exercice en maîtrise d'œuvre, etc. Parce qu'on a besoin de ça partout. Et tant qu'on n'aura pas une culture de projet, finalement, dans les services qui aujourd'hui appliquent un droit complexe, on va avoir à la fois des conneries, des trucs bloqués et toujours des déceptions. Parce que la seule constante, c'est que personne n'est content. Muriel, on ne t'entend pas, je crois que tu parles, mais… Ah non, pardon. Je ne sais pas quel est le programme où on en est. Le programme, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je sais qu'aussi, j'avais été assez enthousiaste en lisant ton premier bouquin sur le manifeste de l'urbanisme circulaire, sur la volonté d'un coup d'architectes de mettre momentanément leurs agences dans des immeubles donc, dont la transition était en attente, et notamment sur l'exemple des 3 tours du BTC à Bruxelles, avec ce concours qui au final va être fait par ces architectes qui vont investir pendant un temps un lieu, et ça change complètement leur façon de voir et de répondre au cahier des charges du concours. Tu peux nous parler un petit peu de ça, parce que je trouvais ça
tout comme à Nantes, de mettre du pavé 10-10 pour une évolution de la ville et de ses espaces urbains. Enfin, voilà, c'était vraiment ces deux exemples qui m'ont bien frappé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vie passe et justement, le World Trade Center de Bruxelles, sans doute, c'est considéré comme un échec aujourd'hui. C'est que la dynamique s'est éteinte pour des raisons X et Y, enfin, dont je ne maîtrise pas l'ensemble, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une dynamique privée. Donc, c'est des acteurs privés. Pourquoi? Parce qu'on est à Bruxelles. Et vous le savez, c'est compliqué à Bruxelles. Tout est compliqué. Et donc, conclusion, on ne peut pas attendre de la collectivité qu'elle prenne l'initiative. Donc, il y a énormément de prises d'initiative qui sont faites à droite, à gauche. Alors, évidemment, évidemment, non, comme on le connaît en France, sur des squats plus ou moins légaux, par des collectifs, etc., mais aussi par des groupes de consultants, par des designers, par des investisseurs, etc. Donc, il y a toute une strate finalement où il y a une prise d'initiative. Et là, la prise d'initiative, c'est une occupation temporaire de tours qu'on peut imaginer, construites dans les années 70, qui vieillissent, etc., préalable à une déconstruction qui va finalement se transformer en une réhabilitation lourde, très lourde, mais quoi qu'il en soit, sur lequel on vient conserver pas mal de choses et qui donne lieu et finalement une réflexion qui vient d'une connaissance assez intime du bâtiment par les archis qui ont été sélectionnés. Parce que ces archis, ils ont habité finalement le lieu. Ils l'ont habité, ils l'ont fait vivre, ils ont animé, ils ont fait des fêtes, etc. etc. On n'est pas en train de parler d'un petit objet, c'est un objet massif. Mais typiquement, c'est un objet dans lequel ce collectif de designers aussi qui était impliqué a fait du mobilier urbain qu'il a posé sur l'espace public devant la gare. Parce qu'on est à Bruxelles. En France, il faut demander 22 autorisations. À Bruxelles, on ne sait même pas à qui demander l'autorisation. Personne ne sait à qui ça appartient, qui doit le gérer, etc. etc. C'est la région, c'est la SNCB, personne. Donc, ils ont posé le truc et ils ont fait leur job. Ce qui nous donne en miroir, moi, ce qui m'intéresse dans ces expérimentations-là, c'est ce que j'apprends aussi en miroir. C'est-à-dire qu'à un moment, cette idée de prendre l'initiative de façon privée, de monter des coalitions, c'est-à-dire des groupes d'intérêt, ce n'est pas un parti politique ou une secte, c'est une coalition, c'est à un moment, je vais prendre des compétences, des propriétaires, etc., on va faire projet, go, on y va. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, c'est des projets qui ont tous leur vie. Et je pense qu'il ne faut pas chercher le projet parfait ou le territoire idéal. Il faut chercher des apprentissages dans chacun des projets. Et moi, aujourd'hui, c'est ma démarche. Ce n'est pas essayer de faire des trucs parfaits. C'est dans chacun des projets, c'est essayer de tester des choses, de pousser un peu le bouchon plus loin, etc. Et de sortir de cette idée de l'idéal et de l'exemplaire, parce que finalement, à la fin, vous ne faites rien. Vous ne prenez pas de commande parce que vous comprenez, ce n'est pas assez joli. Vous réalisez rien, etc. On se retrouve avec le syndrome, alors j'exagère à peine, c'est-à-dire qu'en école d'architecture aujourd'hui, on va avoir encore des fanats des couvertures d'AMC, c'est-à-dire construire sur un concours, une belle façade sur un concours marché public d'un équipement public emblématique, un exercice libéral et l'agence à mon nom, et de l'autre côté, des collectifs qui finalement refusent de construire et utilisent du bois de palette sur l'espace public. Je veux dire, on a besoin de constructeurs. Réparer la ville, c'est construire. Donc, on a besoin vraiment d'une nouvelle génération aussi, mais de l'ensemble d'une profession d'architecte qui construisent. Face à ça, typiquement, un espace public construit, qui est l'espace public génération 1 de l'île de Nantes, ou sur lequel un parti pris assez simple, mais aujourd'hui en tout cas, mais qui n'était pas à l'époque, poussé par Alexandre Chemetov, mais largement assumé aussi par Jean-Marc Ayrault, qui est de dire que en fait, la ville va avancer par l'espace public. On ne fera pas la rue à la fin quand tout le monde aura construit son truc. On est sur une terre de conquête qui est l'île de Nantes. Ce n'est pas l'Eldorado d'aujourd'hui, c'était un délaissé. C'était une friche industrielle. Et ça va, c'est finalement l'espace public qui va montrer la voie. Mais comment faire un espace public par nature pérenne alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer autour, d'où là le choix d'utiliser un pavé béton qui n'est pas scellé, qui est sur lit de sable, donc qui est posé en place, qui est donc un objet purement industriel, complètement standard, qui est un pavé béton sur catalogue, etc., pas cher, mais avec un procédé de mise en œuvre qui a été organisé par l'équipe d'Alexandre Chemetov,
qui est raconté par Patrick Henry, donc qui faisait partie de son équipe à l'époque dans mon bouquin. Il y a tout donc on est sur du standardisé, mais finalement, ça demande un terrible savoir-faire pour arriver à le mettre en œuvre, et notamment avec 2-3 règles qui est, par exemple, on ne coupe pas un pavé. On ne coupe pas le pavé, et donc on va venir finalement, par des lichettes de béton, venir faire les raccords et traiter les points singuliers. Ce qui fait qu'on a un espace public, une rue, un trottoir plus exactement, qui est perméable. On est sur lit de sable, joints perméables, etc. Donc, qui peut encaisser l'eau, et on conserve une perméabilité de l'espace public, mais surtout, il est démontable. Et on a en dessous un lit de sable, ça veut dire que derrière, quand le privé va avancer et que les îlots vont se construire, je vais pouvoir démonter le trottoir, faire ce que j'ai à faire derrière et remonter le trottoir. Et on conserve finalement une vision finale. On voit bien que là-dessus, c'est un exemple en fait de cette logique de couche. Je suis en train de lire un bouquin, Stewart Brand, qui n'est pas un archi, qui est absolument passionnant, alors qui n'est pas traduit. Voilà, on réfléchit à lancer une traduction avec mon éditeur. Comment les bâtiments apprennent. Et il reprend des trucs que j'avais commencé à formaliser dans mon bouquin, mais de façon beaucoup plus claire, sur cette logique par couche. Aujourd'hui, les comptables sont plus intelligents que nous pour construire des bâtiments. C'est-à-dire que vous livrez un équipement, les comptables vont prendre les lots de travaux et vont poser des amortissements différenciés, des durées d'amortissement différentes sur la structure, 50 ans, ou sur le BA13, 20 ans, ou sur les fenêtres, 15 ans peut-être. J'en sais rien, je ne sais pas quels sont les chiffres. C'est-à-dire que le comptable, il considère que le bâtiment, en fait, il est construit par couches et qu'il y a des couches de longue durée et des couches de courte durée qui vont nécessiter d'être réhabilitées. Et donc, on fait des durées d'amortissement différentes, ce qui est très logique. Sauf qu'aujourd'hui, à aucun moment, on construit notre façade. Enfin, rares sont les façades qui sont pensées, par exemple, pour qu'on puisse changer les fenêtres dans 20 ans, alors qu'on sait qu'on le fera. Et aujourd'hui, cette construction par couche, ça veut dire qu'on a un espace public qui doit tenir le siècle, et un espace privé qui, lui, va pouvoir bouger alors que l'espace public est stable. Et là, on retrouve les trames de foncier, l'organisation foncière, les propriétés, mais on retrouve aussi une structure dans laquelle on investit de la matière, du sable pour faire du béton, mais aussi du ciment, donc du CO2, des aciers, donc du CO2, etc., qui doit durer des décennies et des décennies, mais peut-être pas la façade, mais peut-être pas le BA13, etc., etc. Et donc, là, on se retrouve avec une pensée constructive qui pense le temps, qui ne pense pas simplement le premier usage et la construction, mais qui pense le temps long, et y compris le fait que la pièce peut être réaménagée, que l'étage peut être refragmenté, que le bâtiment peut changer d'usage, que la façade peut être déposée, mais que la structure sera encore là et l'espace public va garantir que de toute manière, la ville sera pérenne. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on pense aujourd'hui nos bouts de ville. Donc, ces histoires de pavé 10-10, c'est finalement une logique de frugalité constructive, mais aussi derrière cette logique d'une pensée du temps sur lequel je fais de la rue définitive quelque part, mais qui va pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Mais lisez le bouquin. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé parce que cet article-là, il est sur dixit.net. Daniel, Thibault, non? Le pavé magique, je crois que ça s'appelle. Non, c'était une main levée depuis longtemps. Bon. Est-ce que quelqu'un a une autre Je vois que... Oui, désolée, je n'ai pas enlevé. Pas grave. Sinon, écoutez, bonne continuation. Moi, je suis dispo s'il y a des questions, des réflexions à suivre. Et puis, évidemment, donc, 2 bouquins, n'hésitez pas. Alors, Réparons la ville, il est un peu dur à choper en ce moment. Il y a des problèmes d'impression, etc. Alors, ce qui est bon signe, c'est qu'il est lu. Mais ça se trouve, voilà. Et puis, ça va se trouver mieux dans les prochaines semaines, sans difficulté. Mais c'est disponible sur le site de l'éditeur de toute manière. Et puis la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà. Au nom de Normandie, merci vivement, Sylvain. Effectivement, on peut vous suivre avec les newsletters et puis faites-nous signe quand voilà, si vous passez dans le coin, si vous faites d'autres événements et puis si vous pouvez aussi nous joindre votre enregistrement. Oui, bien sûr. Pour ça. Merci beaucoup, merci à vous et à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.